Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines, les pensées sont libres. Sans ton âme qui vibre, ni dog, ni maître, juste l'éclat de ton être. C'est parti pour la dernière fête de la roue de l'année. Mais attendez, le podcast ne vient pas de fêter sa première année. Non, non, t'es fou, pas le temps d'y penser. À peine Halloween passé, les citrouilles sont rangées. Vite, vite, faut tout allumer, les rues sont bondées, les foules démontées, le monde devient fou. Black Friday, livraison retardée, sapin de Noël, commande en ligne, on finit asphyxié. Avec Francesca, on va simplement constater, les traditions sont absorbées, syncrétisées dans le partage d'âme. Chacun forge sa flamme, l'esprit de Dagaz, le podcast. Ho ho ho, chers auditeurs, bienvenue au dernier podcast de l'année. Vous avez remarqué, on rigole déjà bien avec Francesca, car le podcast qu'on va enregistrer maintenant et que vous aurez la chance d'écouter, c'est sur le thème de Yule. Ça sera notre 7e fête de la roue de l'année. Il ne restera plus que Imbolc après, mais chaque chose en son temps. Et j'ai la chance d'avoir Francesca à mes côtés qui va nous expliquer que Yule, c'est pas que de faire du crochet sous une couverture devant des séries de Noël. Bonjour Francesca. Bonjour. Elle se sent à peine visée, c'est bien quoi, non? Tu viens de décrire mes journées de décembre. Enfin, Voilà. plongée de temps. Comme ça, vous savez ce que Francesca fait toute la semaine pour les marchés, voilà. Bah oui, il faut le faire. Bref. Ok. Bon, Bonjour Rain. bonjour Plus Francesca. sérieusement. Oui, soyons sérieux parce qu'il y en a à dire aujourd'hui, ça va être dantesque. Alors, parlons, pour commencer, des origines de Yule. C'est quoi ce nom? Ça vient de où? Bah, le nom Yule, comme on le voit écrit comme ça, donc Y-U-L-E, est plutôt néo-païen. C'est un nom, le nom est tiré d'un nom plutôt nordique, mais qui était orthographié différemment, dont tu vas parler tout à l'heure. Mais il y a vraiment différents noms parce que ça représente le solstice d'hiver. Et au niveau, en tout cas, celtique, alors je vais essayer, j'espère qu'il n'y a pas des Gallois dans le coin parce que c'est une catastrophe à lire. Mais ça pouvait se dire Gelash Nolag, je suis sûre que je l'ai dit très faux, ou Nolegna, un autre mot, je ne sais pas comment dire ça, Gelai. Littéralement, ça veut dire la lune de Noël. C'est utilisé plus récemment pour parler du solstice, mais en gaélique. Après, au niveau aussi un peu plus moderne peut-être, le solstice d'hiver est parfois appelé Alban Artan, quelque chose comme ça. Alors, j'espère que c'est pas Alban Artan, mais je sais pas. Non, je pense pas. C'est plutôt les Jurassiens. Alban, attends. Ça vient du gallois, mais c'est aussi utilisé dans un vocabulaire plutôt néo-celtique. Ok. Ça veut dire la lumière du chêne, tu vois. Ah, on y est avec le chêne. Ben oui, on parle beaucoup du chêne parce qu'il y a le mythe du roi chêne et du roi hou, et puis que voilà, et au niveau de la lumière, parce que c'est quand même ce vers quoi on tend à partir de ce solstice. Et puis sinon, toujours en gaélique, ça se dit Gwyl Gaef, c'est la fête de l'hiver. Autant Calan Gaef, c'est Samhain au niveau dans ces noms-là, mais là c'est Gwyl Gaef pour la fête de l'hiver. Voilà, pour les noms un peu plus imprononçable. Bon, bah, moi, je vais me mettre avec mes noms imprononçables. C'est un peu du style, comme vous avez bu un verre, il faut dire Yule de plusieurs manières. Donc, il y a la version vieux norrois, c'est Yol, parce qu'il y a un trait sur le O. Après, il y a le vieil anglais, c'est Geol, avec un trait sur le E. Et puis finalement, il y a des Scandinaves qui vont dire Yule ou Yol. Tout dépend un peu dans quelle région vous êtes. Je pense que c'est assez fun. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un débat étymologique sur les racines proto-germaniques. Là, c'est pour briller en société. C'est toujours le truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a une partie de ces personnes qui débattent. Donc, je pense qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Ils associent ce mot Yule aussi à une signification plutôt solaire, où il y a le sol là-dedans en norvégien, je ne sais pas. Mais après, il y a la partie sacrifice. Alors, à ce qui paraît, dans certaines traductions,
sémantique, c'est lié aux festivités, aux jeux rituels et puis aux sacrifices. Et dès qu'on parle de jeux rituels, festivités et sacrifices, les chrétiens ne sont jamais loin pour les interdire. Mais Oui. ça, on y viendra plus tard. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce nom, Mhm. allons-y, gros sourire dans le prochain débat. Quand est-ce qu'on le fête? Ah, les débats des dates, ça c'est toujours fabuleux. Alors, dans mon monde à moi, on est au niveau du solstice d'hiver, donc c'est le moment où, enfin, la nuit la plus longue avant que les jours commencent à reprendre gentiment, regrappiller des minutes. Et ça se déroule entre le 20 et le 23 décembre. C'est pas une date précise, mais c'est dans ces eaux-là. Si on décide de célébrer le solstice d'hiver. Après, Rainy. Libre à soi de fêter encore plein d'autres trucs. Oui, non, mais Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Ancestral? oui, non, mais si on se cale au solstice d'hiver, c'est à peu près dans ces dates-là. Il faut regarder quelle est la nuit la plus longue avant que la lumière commence à reprendre Alors, ce que du. je peux rajouter Voilà. conscience, c'est que les germaniques, dans l'ère pré-chrétienne, eux utilisaient plutôt le calendrier lunisolaire, donc en fonction jour-nuit et puis position du soleil et les différentes phases de lune. Donc, ils avaient cette façon-là de calculer et ensuite, ils avaient des périodes dans l'année, période que nous vivons plus ou moins maintenant, où ils essayaient de corriger un petit peu parce qu'il n'y avait pas forcément les mois, c'était plutôt en lunaison qu'ils calculaient. Et en fonction du soleil, ils essayaient de corriger ce que nous, on corrige avec les 30, 31, 28 jours, etc. Donc c'était comme ça qu'eux, ils calculaient plus ou moins pas leur date, mais leur période de fête. Mhm. C'était pas uniquement une date, c'était une période de fête. Donc eux, leur Yule n'était pas comme maintenant 21 décembre ou 25 décembre, c'était plutôt attention, analyse historique de la Heimskringla et d'autres sagas suggèrent que la fête de Yule se déroule au milieu de l'hiver. Ah, c'est plus simple, c'est le midwinter. Mm. C'était plus facile à trouver. Donc, il se trouve des fois, d'après les vieux calculs, à la mi-janvier. Mm. Donc, on est extrêmement loin du 21 décembre. Oui. Mais après, je sais qu'en Suède, c'est en Suède qu'ils fêtent le Midsummer déjà. Oui. C'est la fête de Typiquement Lugnasa. suédoise. Ouais. Ouais. Exactement. Puis après, ils ont encore une autre période. Ils appellent ça la nuit du milieu de l'hiver. C'est le Hökunot. Hökunot, voilà. Ouais, de temps en temps, je voyage par là-haut, donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire le He et des prononciations du style. Donc voilà, donc ils ont cette fameuse calculation corrigée. Puis finalement, avec la législative chrétienne, ça a été plutôt officialisé avec le calendrier Julien, je crois, comme il s'appelle. Et puis les corrections de mois et de dates, enfin de jours, pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter Bah non, sur la période, sur cette période? je pense qu'on a tout dit, que ce soit dans les. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui célèbrent l'un ou l'autre. Ou les deux. Parce Ou les que deux. pour moi, par exemple, le solstice, je trouve qu'il est important parce que il y a quelque chose de physique dehors quand on sort, voilà. Et puis vu que j'aime bien aussi placer mes fêtes en fonction de la lune, voilà, on fête ce moment-là parce que le soleil, c'est la nuit la plus longue. Mm. Et puis après, je me dis, tiens, il y a la pleine lune dehors, hop, un petit rituel, et puis c'est fait. Donc il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il faut juste chacun trouve son propre rythme. Et puis il y a des années, on ne le fait pas parce que cette période-là, on n'est pas beaucoup sorti, on était malade. Et puis c'est pas pour autant que les dieux veulent nous en vouloir. Ils sont... Non, après ça c'est des traditions, c'est des coutumes, c'est comme tout, on en parle à chaque fois. Hein. C'est comme tu prends le carnaval, il y a les dates précises les 5 jours de carnaval habituels, mais tu as encore des endroits, petite pensée à Sandra, dans les endroits comme Evolène ou tout ça, où ils commencent déjà carnaval au mois de janvier. Je crois, janvier. Je Et crois puis que c'est extrêmement tôt, oui. C'est extrêmement tôt et chaque week-end il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est une tradition qui a de l'ampleur, qui est importante, qui est restée et qui est très différente de ce qu'on vit. Nous, c'est le côté plutôt, il y a le petit carnat. Le jeudi, les clés de la ville sont remis au Gouyen et hop, pendant 5 jours, c'est le bordel et puis voilà.
Mais rien que tu prends la plaine où, ben, là, pour le coup, Evolène, ben, il y a déjà quelque chose qui change. Donc, imagine sur une superficie de Suède, Norvège, Écosse, Pays de Galles, etc., etc. Et donc, il y a énormément de choses différentes. Donc, l'idée, c'est que vous trouviez aussi ce qui vous parle et ce qui vous correspond par rapport à vos croyances et puis ce qui vous semble juste. Moi, j'ai des frissons parce que tu as fait une transition tellement magnifique en parlant de la Suède et jusqu'ici. Ben ouais, justement, ben, on parle de Yule, on parle beaucoup des pays nordiques, etc. On a aussi parlé de l'Irlande, puis on se dit, ouais, mais bon, de nouveau, c'est dans le nord, mais ici, qu'est-ce que ça a à voir? Eh ben, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de traditions qui sont, ben, comme on dit, elles ont perduré au fil des millénaires, donc on pourrait presque c'est des pratiques ancestrales. Et c'est ça qui est drôle, c'est que je pense dans différentes régions, il y a différentes traditions qui durent toujours parce que l'Église chrétienne n'a pas réussi à complètement éradiquer tout ça. Et c'est pour ça que maintenant on passe dans le prochain chapitre des fêtes que je trouve super intéressant parce que il y a tellement de choses qui ont été fêtées par le passé et qui ont dû être plus ou moins détournées pour que ce soit, entre guillemets, vivable en 2025, on va dire. Bon, le premier truc que tout bon païen connaît, s'il suit un peu la mythologie nordique, c'est la fameuse chasse sauvage que Odin, sur son cheval Sleipnir, il traverse le ciel, suivi par, suivant les théories, par Freyr. Il y a encore différents dieux qui se joignent à cette chasse en quelque sorte. Et pendant cette chasse, bah, c'est souvent les tempêtes hivernales. On dit, ah, voilà, il y a Odin qui est en train de tourner. Et il est aussi, c'est ça qui est assez drôle, on a eu Samhain avec, où on fête nos personnes qui sont décédées. Et bien là, pendant cette chasse sauvage, il est accompagné de toutes les âmes qui errent autour de nous. Donc de nouveau, ben, là on se dit, aïe aïe aïe, prochaine fois qu'il y a le vent, je reste chez moi. Mais justement, c'était par cette façon-là, c'est mon interprétation, que peut-être dans les légendes, les gens restaient chez eux, dans leur ferme, ensemble, au chaud, et allaient pas trop passer de temps dehors, parce que dehors c'était dangereux. Entre les fermes, les distances étaient vraiment grandes, et si on se trompait de route, ben, il y a de fortes chances qu'on restait gelé sur place. Et ben là, ça prend tout son sens que Odin vient aussi chercher les âmes, ma foi, qui n'ont pas bien réfléchi. Donc, après, ça continue. On passe dans les fameuses coutumes. Par exemple, quand j'étais en Allemagne, on avait la Saint-Nicolas, je crois, où le soir avant, on sortait un petit peu du foin pour l'âne. On sortait aussi des biscuits pour que Saint-Nicolas puisse manger quelque chose. Puis le jour après, tu avais un petit cadeau. Là, c'était la même chose. Mais à ce moment-là, les gens sortaient du foin, non pas pour les reines et puis des biscuits pour le Père Noël, mais ils sortaient tout ça dehors pour que Sleipnir, fils de Loki, cheval d'Odin, avec une voix un peu proclamante, avec ses 8 pattes qui passaient au-dessus des maisons, on comprend que si le Sleipnir avait 8 pattes, il fallait plus que 2 reines pour faire un peu autant de bruit. Donc c'est pour ça que le traîneau avait plusieurs reines. Et puis on mettait ces offrandes dehors justement pour apaiser Odin et puis pour repousser les mauvais présages comme la guerre, la peste, la mort imminente ou autre chose qui, pendant ces périodes hivernales, rendait la vie un peu difficile pour les gens. Maintenant, on va faire plaisir à la section féministe. Je rigole parce que de nos jours, on parle toujours du patriarcat, etc. En ce temps-là, il y avait aussi beaucoup de légendes au niveau de la féminité. Comme par exemple, là, on parle de la nuit des mères. Première fois que je t'en ai parlé, tu m'as fait des gros yeux aussi. Moi, dans mes recherches, je n'étais pas trop au courant non plus. Cette nuit des mères, elle était aussi fêtée souvent dans le centre de l'Allemagne parce qu'on parle des matrones de Rhénanie, donc tout ce qui concerne le Rhin, par exemple. Et pendant ces nuits, donc on ne parle pas forcément quand elles ont été fêtées, on célébrait la féminité, la fertilité et puis la protection domestique. Donc forcément, on voyait aussi que c'était la femme qui était, entre guillemets, la chef du foyer,
déjà de un, l'homme était plutôt à l'extérieur, soit pour taper sur les autres, soit pour ramener, ramener le bétail ou faire d'autres travaux. C'était la femme, c'était la chef de la maison. Donc forcément, là, il y avait cette célébration-là. Et vous vous en doutez bien, je pense que l'Église, ça ne leur allait pas trop cette histoire, hein. Donc, Tu euh, m'étonnes. pas arriver sur le terrain de la Vierge Marie, mais on n'en est pas loin. Après, il y a une autre fête, c'est le Blot et puis le serment du sanglier. Ça, j'ai trouvé assez intéressant. Donc ça, c'est des histoires qu'on retrouve souvent dans les... il y a l'Eda, qui a été écrite par ce fameux moine, mais il y a aussi beaucoup de légendes et d'histoires de rois. Et quand on les lit, il y a souvent des histoires comme ce fameux Blot et le serment du sanglier. Donc ce qui se faisait, c'est que lors du sacrifice, c'était souvent les sacrifices sanglants, donc on sacrifiait dans ce cas-là un sanglier. Ensuite, il y avait souvent de la bière dans le coup pour célébrer la chose. Alors, ils faisaient tourner une corne de bière plusieurs fois. Donc, la première fois, c'était pour Odin. La deuxième fois, c'était consacré au dieu Freyr. Donc, Freyr, on sait qu'il avait toujours son sanglier Gulinborsti. C'est le sanglier à la brosse dorée. Donc, il avait des poils dorés. Et le dernier était pour les guerriers qui, eux, posaient les mains sur la soie du sanglier qui était, entre guillemets, sacrifié, et ils étaient en train de faire des serments inviolables envers les dieux ou envers leur roi. Donc ceci, on fait la grosse boucle, on arrive aux résolutions modernes au Nouvel An. Mmh. Donc, ouais, Des résolutions. à un moment donné, on voit que cette période-là, qui n'était pas simplement un jour, mais une longue période, il y a beaucoup de petites choses qui sont ancrées dans ces histoires, mais qui reviennent, qui sont pratiquées aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Là, c'est cette fameux Blot et le serment des sangliers, ça nous ramène sur la piste des fameuses choses qu'on fait le 31, puis qu'on a déjà oublié le 2. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas, peut-être c'est l'alcool. Non, mais parce que comme on appelle comment tu dis, les résolutions? Non, oui. Oui. Oui, les résolutions qu'on prend à Nouvel An, elles sont mal formulées. En général, on les formule toujours dans la négation ou dans l'interdiction. Je dois arrêter de faire ci, je dois arrêter de faire ça, je dois stopper, arrêter de fumer, plus manger de chocolat, je sais pas. C'est tout dans le restrictif. Et alors qu'il faut voir Est-ce que c'est chrétien? poser ses intentions, pas forcément. On Non, le mais fait ce pour... côté négatif, tu ne tues pas point. oui. Alors ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est parce qu'on se focalise sur les choses qu'on ne veut plus faire. Et je pense qu'on devrait plutôt les poser du style, j'aimerais cette année, je sais pas moi, j'aimerais avoir une meilleure santé ou une meilleure forme. Mais ça laisse un champ ouvert sur le comment. Tu vois, tu te dis, voilà, cette année, je vais me focus un peu sur ma forme, je vais reprendre un peu de sport, me remettre un peu en forme, mais ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par le sport, et puis le sport, quel sport? Donc ça te laisse l'opportunité de dire, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça, puis tu vas trouver quelque chose qui te plaît et que tu auras envie de continuer. Mais l'interdiction, de toute façon, si on commence déjà une résolution par la négation, ça va pas aller. Intéressant. Non, mais je trouve ça chouette comme tu places ça maintenant, parce que Parler de résolution. dans mes recherches, je suis arrivé finalement avec ces quelques histoires que je racontais là. Je suis arrivé sur un tableau où on a 4 divinités ou entités. On a Odin, Freyr, les mères et les ancêtres. Et puis, ils ont tous un rôle à jouer dans cette période de Yule. Donc, c'est pas le 21, mais c'est peut-être quelques semaines. Donc, pour Odin, c'est la fameuse chasse dehors, où il sera même avec les âmes errantes et aussi le côté un peu magique. Il y a Freyr avec le fameux sacrifice qu'on fait, Dieu de la fertilité et de l'abondance. Il y a les mères, donc la féminité, protection de la lignée et puis la fertilité. Et les ancêtres, qui sont les visiteurs qui arrivent dans le monde des vivants.
Donc, de là, il y a un rituel. Donc, il y a chaque fois des offrandes extérieures pour Odin. Il y a le sanglier qu'on sacrifie avec les serments. Euh, pour les mères, je n'ai pas raconté, mais il y a une veillée nocturne. Donc, on laisse le lit vide. Et puis, pour les ancêtres, ils font ce qu'on appelait un mini. Donc, c'est un toast en leur mémoire. Et ça, tout ceci est encore pratiqué de nos jours avec, pour Odin, le Père Noël. Après, pas d'une chasse aux fantômes, je pense que chez nous, c'est pas tellement le cas. Après, il y a Freyr avec le jambon de Noël et les résolutions de Nouvel An. Pour les mères, forcément, à Noël, on se retrouve, donc c'est le culte de la famille. Et pour les ancêtres, il y a les histoires de fantômes de Noël, de Dickens. C'est un truc qui traîne par là comme ça. Vous n'avez pas vu le sourire à Francesca, mais vu qu'elle adore lire les histoires, ça lui parle pas mal. Bien, donc est-ce que pour ces fêtes, on a encore un truc à rajouter? Non, je crois que... On est bon. Maintenant, il faut qu'on regarde dans quoi on tape. Je pense qu'il y a peut-être les symboles qui sont intéressants avant que je fasse de nouveau le quart d'heure chrétien. Ça va devenir un truc officiel. Tant qu'on est dans les fêtes, là, je pense qu'on bien n'a sûr. pas tellement le choix. Hein. Inévitablement. C'est bien ça. Après, au niveau des symboles, c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui... de nouveau, hein, je reviens sur ma théorie que d'une région à l'autre, forcément, ça peut changer de par ce qu'il y a autour. Tu vois. Ça dépend. Mais tu parlais du sapin avant. Oui, il y a le sapin, Oui. symbole de vie Oui. et du paradis. Oui. Et aussi un symbole, le sapin persiste pendant l'hiver. C'est aussi le côté de quelque chose, que tout n'est pas mort en hiver. Et de illuminer un sapin qui continue d'être vert malgré l'hiver, c'est un fort symbole de que l'hiver, que c'est pas mort, et puis que même si tout paraît en veille, la vie, elle est quand même là. Ouais. Pour là, les Celtes puis les Germains, c'était eux qui ont cultivé ce culte. Puis là aussi, souvent on dit, ouais, mais les Germains puis les Celtes, mais je veux dire, sur la terre des Germains, avant il y avait les Celtes, avant que ça se déplace plutôt vers la gauche, suivant depuis dans quel sens on regarde la carte. Et les deux cultures, on va dire, ont perduré ce rite d'avoir un sapin dans leur ferme, dans leur chaumière, on va dire. Et puis, c'était les Celtes qui le décoraient aussi avec des fruits, des fleurs, etc., pour célébrer cette fête du solstice. Les chrétiens, je pense qu'il faut que je fasse vite le truc pour pas qu'on repasse dedans. Eux, ils ont repris l'arbre du paradis. C'est pour ça qu'on retrouve des pommes rouges sur le sapin. Après aussi l'image du paradis avec le symbole du jardin d'Éden. Après, il y a aussi notre ami, peut-être les francophones ne le connaissent pas trop, Saint Boniface, ça te parle? De nom. C'est ce fameux moine qui, en Allemagne, avait abattu le chêne. L'Irminsul, c'était le symbole, en guillemets, païen des Germains, pour remplacer tout ceci par le sapin qui, lui, par son côté triangle, il voyait la Sainte Trinité là-dedans. Il faut toujours aller chercher loin. Hein. Oui, mais si tu prends un biscornu... Plus c'est gros, plus ça passe. je pense que c'est un petit peu ce côté-là, quoi. Bon, après, par exemple, le sapin, c'était pas du tout pratiqué en France. Finalement, après, avec l'histoire de l'Alsace-Lorraine, le nombre de fois qu'elle a changé de main, cette histoire de sapin, de nos jours, est aussi revenue en mode en France. Bon, après, on va pas rentrer encore plus dans le détail, mais... Pour les pommes, tu parlais des pommes. Il y a aussi le symbole. La pomme est un fruit beaucoup utilisé en magie et qui a une certaine signification à Samhain, qui est plus au niveau divinatoire. Et elle est toujours présente à Yule, mais plus pour le côté que les pommes qu'on a récoltées, elles sont encore là, quoi. Si elles sont bien... moi, j'en ai, ça m'intéresse. Donc, c'est aussi un fruit qui tient longtemps et puis qui tient dans l'hiver. Donc, il y a aussi un symbole il y a ce symbole un peu comme le sapin, tu sais.
Mhm. que ça tient. Voilà, je Maintenant, voulais juste rajouter ça. petit clin d'œil à notre amie Natose, parce qu'elle a le sirop d'Idun, qui est à la pomme. Mhm. Parce que la déesse nordique Idun, c'était la fameuse déesse qui devait, entre guillemets, prendre soin des arbres, où tous les jours elle cueillait des pommes Mhm. qu'elle donnait aux dieux, parce que quand il croquait les pommes, il restait immortel. Ah, voilà. Donc tu vois, Francesca, il y a aussi de ce côté-là, Oui, les oui. fameuses pommes. Bon, je l'ai pas raconté avant, mais c'est toujours drôle parce qu'on retrouve quand même des parallèles, que ce soit avec les Grecs, etc. Ils avaient Oui. tous, par exemple, la moisson, le blé, c'est quelque chose qui est super Bah, parce que important. l'évolution des saisons, après, ça change un peu selon les climats, mais je veux dire, tu peux pas la réinventer. Non, on peut pas être négationniste à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est clair et net. Après, il y avait un autre symbole que j'aime bien, enfin, c'est le gui, Mhm. symbole de chance et d'amour. Oui. Donc là, il y a au niveau des Celtes, c'est une plante sacrée. Et surtout pour les druides, hein, enfin, comme on dit, les prêtres gallois. Donc après, c'est aussi le symbole de vie perpétuelle. Et puis après aussi la cérémonie du gui. D'après ce que j'avais compris, c'est que les druides le coupaient et puis en cérémonie le distribuaient aux habitants comme porte-bonheur Mhm. pour la nouvelle année. Et puis de là, on arrive dans la mythologie nordique. Bon, il y a l'histoire du dieu Balder ou Baldr, tué par une flèche faite de gui. Et puis après sa résurrection, le gui est devenu symbole d'amour et paix. Et puis il y a la tradition du baiser. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se pratiquait pas du tout en Allemagne, j'étais pas du tout au courant. Et puis la première fois que j'ai reçu un baiser à Noël, ok. Vœu de chance, de prospérité et d'amour durable. Voilà. Après, t'as encore un truc à rajouter pour le gui ou... Non, tu as tout dit. Symbole de protection et d'immortalité. Après, il y a le fameux bouc de Yule. Ça, on voit souvent pour les personnes qui suivent des comptes Instagram nordiques. C'est avec de la paille qu'il faisait un petit... il formait la paille pour que ça donne un bouc avec des rubans rouges. Peut-être t'as déjà vu? Non. Non? Et puis là, souvent, ce qu'il faisait, c'est que les gens... donc, je sais pas si on peut ça tresser avec de la paille et puis avec ses fils rouges, ils faisaient ces boucles. Puis ensuite, ils les offraient à leurs voisins comme symbole, comme on a dit avant, prospérité, etc. Oui, parce que le rouge et le vert, c'est les couleurs. C'est les couleurs de la fête, parce que le vert représente justement ce que je disais par rapport au sapin. Et puis le rouge, le soleil, je crois. Bon là, le côté jaune, paille, je pense aussi le soleil. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, c'est en Suède, par exemple, sa connexion avec la gerbe de blé récolté. Et puis elle est maintenue justement avec les fils rouges pour faire un bouc en paille géant. Donc voilà, c'est des pratiques qui sont pas, qui sont pas de nos régions à nous. Par contre, on voit que dans le monde sorcière, Azatrou, etc., c'est quelque chose qui se pratique parce que c'est sympa à faire, quoi. Jamais fait, mais peut-être un jour. Après, il y a la controverse historique, c'est la fameuse bûche de Yule. En tout cas, moi, je suis pas trop rentré là-dedans parce que voilà, pour moi, j'aime pas les bûches de Noël, hein. La bûche de Noël, c'est maintenant comme ça, sous cette forme-là. Mhm. Après, c'était plutôt une tradition de... tout le monde avait un foyer à la maison, une cheminée, et c'était un bois qui était sélectionné déjà à l'automne, et puis qui devait se consumer toute la nuit. C'était pour garder la lumière dans le foyer. C'est l'image de garder la lumière dans le foyer pendant cette nuit la plus longue, et pour protéger le foyer des ténèbres et puis de ce qui pouvait arriver. Et elle devait se consumer toute la nuit, et puis après, les cendres étaient gardées pour leur vertu de guérison. Jusqu'au Ok. printemps. Si au printemps, il y en avait encore, elles étaient répandues dans le jardin pour fertiliser le sol. Ok. Ouais, ça me rappelle
C'était, c'était pendant Samhain qu'on gardait le feu toute la nuit. Il n'y avait pas une pratique du style. En tout cas, je me souviens que mes amis allemands avaient fait un rituel où ils avaient surveillé le feu toute la nuit. C'est Yule, je pense. Non, parce qu'après, ils nous avaient envoyé les cendres et puis on devait les disperser pendant la période de Yule. Ben voilà, je veux dire, c'est symbolique de feu, de garder le feu allumé la nuit. Oui, c'est ça, de garder la lumière. Peut-être c'est pour ça qu'il y a toujours une lumière au fond des églises, pour la lumière éternelle. Non, mais voilà, pour les personnes qui sont chrétiens, croyants et tout, je rigole. Moi, ça me fait... Je souris toujours quand il y a des choses qu'on retrouve dans différentes cultures. Voilà, pour moi, c'est aussi le côté un peu non dogmatique, parce que le but, c'est pas de s'accaparer, c'est simplement vivre son truc. Et c'est ça qui est bien. Après, à la Sainte Lucie, moi, ça me parlait pas trop. Par contre, l'image, j'avais déjà souvent vu. On voit souvent dans les pays nordiques, Suède et Norvège, des filles vêtues de longues robes blanches et ils avaient une couronne de bougies sur la tête. Tu as vu les images comme Non. ça? Oui, sans trop savoir ce que c'était, je dois avouer. Donc là, c'était la fameuse fête de la Sainte-Lucie qui se fête le 13 décembre. Et puis, c'est comme ça, enfin, entre guillemets, la fête, elle vient aussi d'un martyr sicilien, donc c'est en Italie. Hein. Et puis, cette date a été reprise au 13 décembre. Auparavant, c'était le 21. Donc, ils ont déplacé la Sainte-Lucie en Sicile du 13 au 21, une fois qu'on a passé le calendrier julien au grégorien. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de mouvements engendrés par l'Église pour dénaturer des fêtes païennes, pour que ça devienne tout à coup une sainte. C'est intéressant parce qu'en fait, la couronne de l'Avent, comme ça a perduré après, donc avec le christianisme, ils disent que comment dire ça? Que le côté, la couronne rappelle, la couronne, qu'on met sur les portes et tout ça, ça a une symbolique de cette, continuité, je veux dire, des saisons, des fêtes et cetera. Mais que les bougies qui sont dessus, font penser à la couronne de Sainte Lucie. Voilà. Et puis, dans mes notes ici, ce qui était aussi drôle, c'est que c'était connecté à la sorcière Lucie, une sorcière en esprit féminin. Hein, ça, c'est toujours... Et puis, il faisait la procession de créatures Luciferda. Donc, Lucie, Lucifer, lumière, et patati patata. Non, c'est comme magnifique. En tout cas, si vous faites des recherches là-dessus, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est super intéressant. Et puis, les 2 dernières que j'avais encore trouvées, dans le folklore régional islandais, on parle des Lats islandais. Et puis, vu que l'Islande, elle est quand même vachement éloignée de la terre norvégienne, en quelque sorte, et la christianisation, elle s'est faite un petit peu plus tard. Et puis, là, on parle d'une géante qui s'appelle Grulla, avec un Y et un tréma dessus. J'espère que j'ai fait juste. Hein. Et elle descendait des montagnes pour bouillir les enfants méchants dans un chaudron. Sympa, hein? Non, mais tu sais à quoi ça me fait penser? Dis-moi. Oh, alors rien à voir, on va parler de pop culture, mais il y a dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, le soir de Yule, la bûche s'éteint et il y a Graella des montagnes qui vient avec ses esprits d'enfants farceurs. Ben voilà, on a Tu vois? fait Mais le ça, je savais pas tour. par contre. Et maintenant, on va venir sur les enfants farceurs, Ah, autant pour moi. hein, parce que on va parler. Là aussi, on a une figure qui pourrait être liée à la chasse sauvage. Et ses fils, les 13 Jolas Venar, lutins de Yule, arrivent un par un durant les 13 nuits précédant Yule. Et là, on a aussi les fameuses Raunechte qui étaient 12. Là, on parle de 13 fils de la géante. Gna, gna, gna. Et puis, cette équipe-là, ils avaient chacun un nom spécial. Ça s'appelle les lutins de Yule dans la série. Donc, ils ne se sont pas inspirés de ça comme par hasard. Hein. Je pense que c'est quand même assez recherché. Et puis, voilà, on parle toujours
de transformation de ces fêtes. Et puis c'est en rapport avec, toujours avec la lumière. Donc on a quand même le côté dangereux de l'hiver, avec le froid, avec le manque de lumière. Et puis là, on a toujours un rapport avec garder cette lumière allumée. Mmh. Ouais, je trouve ça super, super intéressant. Et super drôle aussi. Parce que voilà, il faut quand même avoir l'idée d'avoir une géante qui descend Oui, quand même, pour oui. bouillir des enfants dans un chaudron. Ouais, je pense, c'est un petit peu plus. Ça fait plus flipper, quoi. Si ta mère, elle te dit attention, elle va Ah, venir te c'est clair que chercher c'est pour moins, te bouillir. c'est clair que c'est un petit peu moins, mais après, je sais pas si on peut considérer ça comme un symbole, mais quand on regarde aussi les choses qui ont duré, maintenant sous une autre forme peut-être, mais avec les marchés de Noël ou les choses comme ça, il y a beaucoup ce côté, communautaire Mhm. qui prend de la place. Alors il y a le côté famille bien sûr pour les repas, mais pas que. Je veux dire moi je fais beaucoup, j'ai mes repas de famille, mais j'ai aussi pas mal de repas avec les amis, les gens qui comptent pour moi. Enfin voilà, il y a ce côté-là. Et ce côté communautaire, en fait, avait de l'importance à l'époque aussi parce que, comme tu disais avant, les fermes, les maisons étaient sans doute éloignées. C'est une période où on était chacun dans son foyer parce qu'il faisait froid et puis que c'était pas tellement accueillant à l'extérieur pour passer du temps. Et du coup, de faire ce genre de repas, ça renforçait aussi les liens pendant cette période où chacun était un peu, entre guillemets, «divisé», chacun dans son foyer. Contrairement à l'été où tout le monde est dehors dans le jardin, tu croises du monde, tu papotes et cetera. Et en fait on retrouve ça, de ces marchés de Noël et tout, ces rassemblements en fait, dans le côté chaleureux et dans la douceur, de ramener de la douceur dans cette saison et de ramener ce côté convivial. Mm. On va parler des méchants maintenant. Bon, on va parler Quart d'heure chrétien. la carrière chrétienne. Non, on va essayer de faire ça un peu plus court parce qu'on y Oui. passe chaque fois. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette transformation de Yule et du sacrifice païen dans un Noël chrétien, ça s'est pas fait par hasard, quoi. Il y avait vraiment une stratégie derrière. Et puis, c'est pas une stratégie genre on fait ça pour le bien de tout le monde. C'était une stratégie politique. Donc, elle était voulue, elle était imposée par des lois et de la théologie. Et puis, ce mécanisme mis en place par l'Église, c'est un mécanisme qu'ils appelaient synodal parce qu'ils faisaient des synodes. Donc, ces synodes, c'était des assemblées ecclésiastiques délibératives. Donc, c'était toujours des personnes assez haut placées dans l'Église qui se retrouvaient, qui relataient un peu les problèmes qu'ils avaient avec leurs moutons, appelons comme ça, de genre ce qu'ils faisaient encore de païens, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les empêcher, ou entre guillemets, les mettre dans le bon chemin en quelque sorte, quoi. Il ne faut pas oublier que les peuples en ce temps-là, que ce soit celtes, germains, ou plus tard les nordiques, vikings, compagnie, euh, vu qu'ils étaient tous un peu isolés et puis pas forcément tous groupés, il y a souvent des histoires dans les films où le fils est envoyé pour rassembler les tribus. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'ils vont tous venir, oui ou non? C'est qu'il n'y a pas tout le monde qui était d'accord. Peut-être que sur 40 tribus, il y en a 2 qui se sont dit, bon, de toute façon, devrait y passer. Allez, on se christianise. Hop, chut, ils vont avec les Romains. Ben, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, quand je vous parle de ça, on a déjà passé JC. On est déjà un peu plus loin dans le mouvement. Et dans les années 664 après JC, il y a eu le synode de Whitby. Et ben, l'objectif principal là, c'était de calculer la date pour Pâques. Mmh. Donc ils se sont retrouvés sans forcément avoir une vue sur Noël ou Yule. Et puis là, ils se sont dit qu'il fallait quand même déplacer cette date de Yule et qu'ils la fixent. Et c'est là qu'ils ont fixé la date de la nativité de Christ au 25 décembre. Mmh. Donc, ça Ce date. qui n'est pas, dans les écrits, cohérent. Alors, c'était C'était pas écrit plutôt dans la Bible. Non, et puis selon les recherches et tout ça, c'était pas, Après, on peut y voir, la naissance du Messie,
comme la lueur d'espoir, et Le tu peux renouveau. ramener ça justement au fait que on sort des ténèbres et que la lumière va commencer à rejaillir. Mm. Et puis là, le problème qu'ils avaient, c'est qu'il y avait tellement de particularités locales que avec ce synode-là et cette décision de déplacer cette date au 25, ben ça allait faire un Yule chrétien. Mm. Le fait de fixer cette date-là, eh ben, il y a une rupture nette au niveau du temps. Et puis, ben, voilà. Bah, ça casse complètement du solstice en tout cas, parce que ça n'a aucun lien ni avec le solstice ni avec la lune. Mhm. Parce que le solstice, il est jamais au 25. C'est entre le 20 et le 23, mais pas le 25. Après, ce qui est drôle, c'est chaque année la question quand est-ce qu'on fête Pâques. Ça, c'est calculé. C'est une fête flottante. Oui, ça c'est flottant. Ouais, mais C'est c'est pour aussi ça en qu'on a- fonction d'une lune. Oui, alors ça, je sais pas. Moi, je sais par rapport à. Je sais que Carnaval n'est jamais au même endroit. Oui, mais c'est uniquement dû à ça. Il place, je Oui. n'ai pas maintenant la formule sur la main, mais il place ces temps de lunaison après telle et telle date, et puis après, ben, rétroactivement, il calcule carnaval. Oui. C'est pas très chrétien tout ça, hein. Je trouve que c'est un peu une technique païenne. Je me suis laissé dire, mais je n'entrerai pas sur ce terrain-là. Bon, après, il y en avait un autre, c'est l'archevêque Théodore de Tarse, archevêque de Canterbury. Ça sonne un peu mieux, hein. Là, elle sourit de nouveau parce que dès qu'il y a des trucs anglais, il y a le smile. Donc, lui, c'était 668 après JC. Bon, il n'a pas été très, très vieux, hein, 22 ans. Bizarre. Donc, lui, il a écrit des pénitentiels, des manuels destinés aux confesseurs, prescrivant les pénitences pour divers péchés. Et ce qui est très drôle, c'est que lui a explicitement interdit des pratiques païennes telles que le déguisement d'animaux lors des calendes de janvier. Et qu'est-ce qui était interdit? On n'avait pas le droit de se déguiser en bouc ou en cerf. Donc là aussi, hein, Ouais. cerf, kermounos, Oui. les boucs, nos amis qui tirent le char de Thor. Donc ça, pas bon. Donc après, le texte condamne ceux qui se promènent déguisés en cerf ou en taureau, imposant, attention, une pénitence de 3 ans pour de tels actes. Bon, je ne sais pas ce que c'est pendant 3 ans. Donc... 3 pater nostrae chaque heure. Bon, bah, après, tu parles latin, quoi. Donc voilà, donc là aussi, juste pour dire, ces documents, on peut les trouver, on peut les lire. Donc, on trouve des lois pour casser, entre guillemets, un petit peu ces fêtes. Après, il y avait quand même un qui était sympa, c'était Hakon le Bon. Et puis, lui, il a compris que c'est pas forcément avec la violence qu'on allait réussir à faire comprendre aux Norvégiens que c'était leur bénéfice de devenir chrétien. Donc lui, c'est le seul qui a réussi à essayer de, comment dire, de pousser les gens à fêter justement ce Yule le 25 décembre. Et puis, il l'a fait de façon plutôt gentille. Par contre, plus tard, il y a eu le roi Olaf de Norvège, et puis en plus encore un qui s'appelle Olaf Tryggvason. Non, c'était lui. Après, il y avait Olaf II Haraldsson, donc ce fils d'Harald. Tout ça se passe 995 jusqu'à 1028. Et ben eux, c'était les fameux violents et sanglants. Ben, c'était le surnom, hein, c'était les rois sanglants. Et ben eux, ils n'allaient pas de la main morte, hein. Donc là, on a vu avec ma moitié hier le film Troll 2 sur Netflix. Et justement, ils sont dans l'église de Nidaros à Trondheim, où justement repose le roi Olaf de Norvège. Donc j'ai vu ça hier soir, on enregistre aujourd'hui, j'ai mort de rire. Et donc lui, c'était beaucoup plus méchant, donc il y a des têtes qui roulaient quand les gens ne suivaient pas les choses comme c'était prévu. Et puis c'est eux aussi qui ont commencé à renforcer les lois pour interdire le travail. Par exemple, interdiction de travailler pendant la période de Noël, comme maintenant. Mais aussi sexualité, alimentation, et patati patata. Et les jeunes n'avaient plus le droit de se vêtir de fourrure et de masque. Donc là, on revient à nouveau à cette interdiction avec ces lois avant. Parce que là aussi, ils avaient ces fameux rituels où ils passaient de maison en maison en chantant, en exigeant nourriture et alcool. Et on revient sur Evolène.
et toutes les Krampus en Autriche. Oui. Ça, c'est aussi des choses qu'on voit beaucoup sur Instagram maintenant. Bah, c'est des rituels qui ont survécu. Donc, malgré le fait que ce soit interdit, je pense que plus on va haut, plus en altitude, ces rituels sont toujours pratiqués. Mm. Peut-être pas avec la même ferveur et puis le but qu'il y avait dans le temps, mais là, on y est quand même. Qu'est-ce qu'il y avait encore avec cette histoire-là? Non, je pense que là, on était plutôt bon. Donc, christianisation, interdiction, placement des dates, comme ça on fait aux dates justes, puis on fait pas faux. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on arrive dans le côté célébration contemporaine. Dans la célébration contemporaine, alors c'est un peu à double tranchant parce qu'on a comment dire ça, une influence extérieure très forte en cette période de par de tout ce qui se passe en dehors, entre les marchés de Noël, etc. Donc, tout ramène beaucoup à Noël. Après, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi, j'aime pas Noël, c'est commercial. » Mais alors, moi, j'adore cette période. Mais c'est la chaleur et puis les moments, la féerie qui s'en dégage, qui me plaît vraiment. Le côté commercial, je m'en fous un peu, je dois dire. Mais c'est un moment qui est important au final. On est là dans la période de l'Avent, alors ça c'est très chrétien aussi, mais je le prends différemment à ma façon. C'est une période préparatoire, c'est les dernières Il y aura un challenge. un Je challenge. te laisse finir, puis après je te donnerai le challenge. Bon, je Non, sais. j'ai hâte de voir ta réaction. Ok, d'accord. Ces semaines un peu avant de célébrer le solstice, c'est vraiment des périodes de préparation et en plus, c'est les dernières semaines avant cette nuit la plus longue. Donc, on est aussi dans un état d'esprit. Alors, ça dépend toujours comment on le vit, bien sûr, hein. Il y a plein de gens qui le vivent super mal ou pour qui c'est un stress énorme, qu'il faut courir partout et puis qui voilà. Après, je ne sais pas si on a tous la chance de pouvoir adapter comme bon nous semble, mais c'est vrai qu'avec les années, j'ai adapté ça à comme ça me parle. Là, je viens de prendre 2-3 jours où j'étais en Alsace. Voilà, de savourer cette période et puis aussi de se rendre compte que même si, comment dire, si on a l'impression que tout est mort, non, c'est juste une promesse de renouveau prochain et que intérieurement, c'est aussi un moment important pour se poser et puis faire le point. Autant l'automne, on a nettoyé, dégagé, brassé, etc. Là, on est plus dans les projets, mais pas les mises en action, plutôt les réflexions. De se dire, voilà, si ça, je vais pouvoir faire ça comme ça, etc. Plutôt dans la réflexion et puis en s'écoutant, de savoir qu'est-ce qui nous donne envie et qu'est-ce que nous, on a envie de faire. C'est vraiment le côté fertile de l'hiver. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à le voir parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a tout qui est... Et puis l'obscurité, elle facilite pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas le moral, à qui ça déprime, qui partent en dépression au premier flocon de neige. Mais Ça, c'est à cause des pneus d'hiver qu'ils n'ont pas changé. non, mais c'est pas j'ai pensé à quelqu'un en disant Ok. ça. Mais c'est pour ça aussi que ces décorations qu'on met, ces lumières, on ramène, nous, la lumière. On maintient, nous, la lumière dans notre maison. Alors, on n'a pas tous une cheminée, mais que ce soit par les bougies, par les guirlandes, par les lumières, etc. quoi. Ouais, je parle trop? Non, je te laisse étaler. Oui, vas-y, alors dis-moi. Bon, avalanche maintenant. Dans 3, 2, 1. Non, moi, le truc qui me titille, c'est que, en fait, Samhain, célèbre, pense aux anciens, aux morts, etc. Bien. Mais pour moi, cette période-là, elle devrait être creuse, / voire morte, jusqu'au solstice, entre guillemets. On devrait laisser écouler les choses. En novembre, tu dis? Ah, l'avant, tu dis. Mhm. Mais vu que le chrétien, il est malin, on nous bombarde de lumière maintenant. Pour moi, ce mois de décembre, c'est jingle bells partout. Tu veux un verre de vin chaud? Bon, super, ok. Mais entre maintenir une petite lumière dans la maison, genre on garde la lumière, hein, là c'est
on va dans les rues, on voit les maisons décorées, tu te dis, ils n'ont pas encore reçu la facture d'électricité. Je vous rappelle que l'année passée, à 2 ans, il n'y avait quasiment rien. Maintenant que les prix sont stabilisés, c'est reparti, hein, Bon, ils ont mis des interdictions, hein, j'ai vu. au courant de tout. Mm. Mais où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de remettre la compresse à fond pour cette histoire de artificiellement tenir les gens de bonne humeur. Et après, paf, 31 du 12, 1er du 2, gueule de bois, il faut aller bosser de nouveau. Et puis c'est reparti. Et là, pour moi, c'est là que je vois que des zombies. Oui. Et j'ai l'impression que, on va parler d'Imbolc la prochaine fois. Mhm. Imbolc, depuis que je suis sur le chemin païen, je suis devenu un peu un furet, hein. Je commence à regarder s'il y a des arbres où il commence à avoir des petites pousses, machin. Je suis un peu au taquet avant qu'il y avait le premier rayon de soleil et puis je puisse mettre mon short, c'était toujours la merde, quoi. Tandis que maintenant, je commence à voir les petits signes et je fête aussi Imbolc en forêt, Mhm. où avec le tambour, on tape pas comme des cons, mais on essaye gentiment de réveiller la terre-mère pour que tout se remette gentiment en branle, quoi. Oui. Mais j'ai l'impression que cette période avant le Noël chrétien, j'ai l'impression qu'on est en train de brûler l'énergie des gens pour les amener au plus bas. Ben, Au lieu de laisser couler depuis Samhain, d'arriver à ce moment, c'est le solstice, la plus longue nuit est passée, on va aller vers le mieux. J'ai l'impression qu'on nous pousse jusqu'au bout du ravin, puis hey! tu viens de tout dire. Tu as dit avant le Noël chrétien Plus et à après Paris tu as maintenant. dit depuis Samhain. Hein? Hein? Non, si, non, mais Non, dans ta phrase, oui. tu as dit avant le Noël chrétien et depuis Samhain. C'est deux thématiques différentes. C'est deux façons de vivre et deux façons de penser différentes. On est bien d'accord que de toute façon, je pense que ça dépend de la façon dont tu le fais. Moi, oui, effectivement, je garde la lumière. Après, je suis aussi consciente de ce que représente cette période. Peut-être le côté chrétien, puisque dans le christianisme, quand il y a eu tous ces changements, quand le christianisme a pris son pouvoir, ce qu'il horripilait, c'est que les gens puissent penser par eux-mêmes. Le but était de créer une dépendance à l'Église, à Dieu, etc., pour que les gens s'en remettent complètement à eux. D'où tu es un pécheur d'office, en fait. Tu viens au monde, tu as déjà fait de la merde alors que tu n'as rien fait du tout. Donc, je pense que dans ta réflexion, c'est juste le côté de maintenir ce côté lumineux et tout, parce que ça empêche les gens de prendre ce temps pour eux et de réfléchir par eux-mêmes, juste en tout cas à Noël. Et après, effectivement, janvier, c'est toujours le mois un peu difficile. Déjà, les fêtes sont passées, il y a une frénésie qui s'arrête. Les factures de fin d'année te briment la tête complètement et janvier, en général, c'est un mois qui est difficile. Moi, c'est le mois que je prends pour... Mais je pense que c'est plutôt là qu'il nous faudrait Oui, peut-être la lumière du mois je de suis décembre, la foutre au mois de janvier, et puis la gueule de bois du mois de janvier, la faire déjà au mois de décembre pour dire là on repart. Parce que là j'ai l'impression, c'est un peu comme du style, ah, dans 2 jours il sera plus là. On y met encore une piqûre de vitamine pour que ça parte un coup, et poum, le jour après il est loin, quoi. Enfin, toi, j'ai l'impression qu'on fout d'énergie, on sache de toute façon que ça sera pas bon. Au lieu de se dire on va toucher le fond, puis ensuite on va gentiment remonter. J'ai l'impression qu'on nous fait un faux départ, quoi. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Et tu sais, l'année passée, je voulais me motiver à créer quelque chose entre Noël ou Nouvel An. Mhm. Parce que je me disais, après Noël, en général, il y a un gros down. Et puis, les gens qui aiment bien cette période, ils se retrouvent, en fait, tu passes de tout à rien, quoi. J'avais envie de créer un événement hyper convivial, soit entre Noël, Nouvel An, soit tout début janvier. Après, on m'en a dissuadé. C'est qui? Plein de gens, en fait, qui m'ont dit, ouais, mais moi, de toute façon, j'aurai pas le temps parce qu'on a les obligations familiales, qu'on a ci, qu'on a Au ça. mois de janvier. Entre Noël, Nouvel An. Ah oui, bon, enfin, ok. Mais je te déplacerai l'idée au mois de janvier. Oui, oui. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de... Oui, bon, moi, je suis pas là. Mais c'est Mais pas grave, on j'avais prévoit le futur. Oui, mais de faire quelque chose de vraiment convivial pour ramener cette lumière et ce côté communautaire, parce que c'est vrai qu'on a ce côté communauté que je disais avant à fond au mois de décembre, puis après en janvier, c'est chacun pour soi. Hein. Ouais, j'ai l'impression que justement, après, on va pas dire que c'est un forçage, mais le fait qu'on nous balance la lumière dans les yeux pendant un mois
et puis entre guillemets, on nous fait chier avec des dîners de famille et compagnie parce que si on avait que un, ça irait très bien. Mais un jour ici, l'autre jour là, nanana. Bon, avec ma moitié, c'est bien, hein, on fait ça entre nous tranquille. Et puis on fait des soupers plus tard, au mois de janvier, quand je remonte dans le Jura avec la famille. Mais c'est même plus agréable que de tout faire ça en condensé pour avoir le gros vide après, quoi. Oui. Mais de nouveau, je pense, et c'est là que je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, les fameux Rauhnächte, ça fait depuis 5 ans que je les pratique, et ben on les commence au solstice. Enfin, dans ma pratique, il y a des gens qui le commencent plus tard encore, mais le fait de commencer au solstice, tu fais 21 plus 12, tu arrives au mois de janvier, tu as fait tes 12 soirs, entre guillemets, enfin, journées et soirs d'introspection, tu as passé en revue l'année, tu as un peu visualisé le futur, 2-3 petits tirages de cartes et compagnie, bah tu te dis, bah, c'était pas encore si mal que ça cette année. Ça peut pas être pire. Tu pars un peu avec un esprit apaisé pour refaire quelque chose. Et puis pas un gros burn-out parce que tu as envie de taper tout le monde parce que tu as vu trop de monde dans l'espace de 3 jours, quoi. Après, comme tu dis on bombarde de lumière et tout au mois de décembre, puis après il y a plus rien. Je pense que même si tu te donnes la peine, pas toi, mais je dis, de bombarder les gens de lumière et tout pour pas qu'ils passent par cette étape d'introspection, de toute façon, elle va arriver. Et puis après, par rapport En dépression chez le psy, et janvier, février. après la dépression et tout, c'est la même chose que pour l'automne. Oui, Ça c'est dépend clair. comment les gens ils en sont, où ils en sont, comment la personne en est dans sa vie. Si elle fait un boulot qu'elle aime pas, qu'elle est dans une vie qu'elle n'est pas alignée, ben ça va être très pénible ces périodes-là pour elle. Mhm. Parce qu'en fait, elle va se retrouver face à un miroir qui va lui mettre en face les réalités. Et en fait, ça va être une souffrance. Après, avec le temps, ceux qui ont fait déjà un chemin et puis qui se sont un peu plus alignés avec qui ils sont et ce qu'ils veulent faire, c'est des périodes qui prennent avec un peu plus de légèreté. Moi, je prends l'automne, le mois de septembre-octobre, c'est vraiment la période où je travaille sur moi. Et janvier, par contre, alors ça, c'est le mois où je pose tout pour mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Je vais être hyper créative. Je vais restructurer mon site, je vais écrire des nouveaux trucs, des nouveaux cours, enfin, tu vois, je vais tout refaire, remettre à neuf, voir quel, quel fil conducteur, quelle ligne directrice j'ai envie d'aller dans mon année. Je vais reposer un peu les créations que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, etc. C'est tout le temps. Enfin, pas cette année ni le prochain janvier, mais c'était vraiment ma coutume, là, ces 10 dernières années pour le mois de janvier, quoi. Mhm. Donc, ce Et que je viens de vraiment, là, dire, tu le pratiques avant. Le Mhm. fait d'avoir, d'être en roue libre Mhm. Ouais, novembre, jusqu'au c'est parfait. solstice, et puis vu qu'une fois que le solstice, la lumière revient au fur et à mesure, tu prends l'énergie Mhm. pour repartir. Ouais. Donc, je sais pas s'il faut que ça. Non, non, c'était pas faux. Enfin, faut de ça, dans notre perspective à nous, c'est clair. Donc voilà, enfin, est-ce qu'on a encore des trucs à rajouter là-dessus? Enfin, on essaie toujours à la fin d'un podcast de donner des pistes tu pourrais faire un rituel ceci, tu pourrais faire cela, juste pour inspirer. Peut-être que dans ce podcast ici, c'est peut-être vous inspirer à réfléchir sur cette grosse théorie que Rainy vient de faire, que Francesca a vécu pendant 10 ans. Non, mais je veux dire par là, peut-être qu'en réfléchissant, vous, de votre côté maintenant, qu'est-ce que vous pourriez améliorer ou changer pendant cette période que pas tout le monde aime? Si vous aimez, changez rien. Mais peut-être pour essayer de commencer l'année du calendrier qui arrive, Elle est moldue. l'année moldue, peut-être pour arriver avec un élan, un Imbolc qui sera plus progressif, puis pas un feu de paille, quoi. Oui. C'est beau ce qu'on Oui, vient de c'est dire. très profond. C'est un vrai poète. Je n'irai pas jusque-là, il n'y a pas de rime. Mais voilà, on aurait encore pu tirer des théories sur la Renaissance néo-païenne, Azatru et la reconstruction, mais je pense que ça va aller, quoi. Je pense qu'on a assez parlé, on a bien parlé de nos amis chrétiens. Mais de nouveau, peut-être que même une personne de confession chrétienne peut se remettre en question ou sa pratique. La prochaine fois, on trouve une personne chrétienne ouverte d'esprit dans la discussion et puis on fait un podcast à 3. Ok.
Ça peut être sympa, ça. On n'est pas trop loin des coins, on peut aller faire un tour là-bas, quoi. On peut rigoler, non, voilà. Mais je suis sûr et certain qu'une personne qui est très dogmatique, il y a peut-être des façons de laquelle manière on pose des choses qu'il y a moyen de discuter. Oui, oui. Il faut juste quelqu'un qui puisse, Oui, qui puisse soit, discuter, quoi. voilà. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous connaissez des candidats. Postulations sont poste. ouvertes pour Voilà. l'année prochaine. Donc voilà, c'était officiellement le dernier podcast avec Francesca pour 2025. Mhm. Tu seras encore parti Oui. pour 2026. Même pas besoin de poser la question, il y a déjà lui qui tombe. Donc, en tout cas, moi, je suis super content. Je pense qu'on peut faire nos remerciements, quoi. Tu veux commencer? Nos remerciements. Oui. Alors, si tu veux pas commencer, je commence. vas-y, Comme ça, tu vois commence. ce que je vais en venir. Oui. Je remercie tout le monde. Enfin, déjà, tous ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant de cet épisode ici, d'être arrivés au bout. Je vous remercie pour vos écoutes parce que je vous dis, je ne suis pas un fan de statistiques, mais le fait de voir quand même que tous les jours le chiffre monte et puis que il y a des gens qui like, on a de temps en temps des messages de personnes qui trouvent que c'est inspirant, ça fait plaisir, ça motive à poursuivre. Et puis je me réjouis de tous les thèmes qu'on va vous sortir du placard parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va parler de sorcellerie. Mhm. On va parler des mystères d'Avalon, Mhm. qui sont pour moi toujours un mystère. Ça serait peut-être un peu moins. Et puis, voilà. Merci à tous. Et puis, je passe la parole à Fran. Pareil, merci à tout le monde d'écouter. Pareil, les messages, ça fait vraiment plaisir. J'aime bien entendre que vous avez passé un bon moment à nous écouter dire des choses autant intéressantes que des conneries. Et puis, c'est très chouette pour moi de partager ces moments avec Rainy aussi, puis de savoir qu'après, vous allez, je sais pas, avec les écouteurs sur la tête, partir bosser dans le train, passer à Spi, on sait pas, à nous écouter pendant que nous, on est en train de déblater là. Je trouve ça vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, vu que ça tombera là, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Peu importe comment vous les célébrez, on s'en fout. Tant que c'est bien pour vous, c'est l'essentiel. Exactement. Alors, joyeux solstice, Oui. happy Yule, et à l'année prochaine. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Daga jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas. La sagesse du monde, bienveillante dans les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De là nous nos cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voie est claire. Dans l'esprit de Dagas, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.